On y va. Erev Tov, on se retrouve avec Midré Yehuda Manitou et avec Georges Spira pour continuer les témoignages de la vie juive au Yémen. Bechavod, Georges, je te mets en grand écran. C'est à toi. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tout le monde. Un petit carnet de famille quand même, et bonne nouvelle. Je peux vous annoncer le mariage d'un petit-fils de Micheline Cohen dans le courant de la semaine. Donc à Micheline, son fils et son petit-fils, grand Mazal Tov, ainsi qu'à la contre-famille. Voilà pour les bonnes nouvelles. Voilà, pour le reste, eh ben, on va continuer notre petit voyage. Alors, je vais faire un résumé, mais assez court aujourd'hui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'événements, mais simplement d'un récit de voyage. Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu. Je vous raconte le voyage de M. Yom Tov Semar, qui est un délégué de l'Alliance israélite universelle, et qui fait un voyage de 3 mois au Yémen pour se rendre compte de la situation. Alors, j'ai compilé son voyage et un autre récit d'un monsieur Hapchou, et les deux combinés, ça nous donne une image à peu près convenable du Yémen. Donc, monsieur Yom Tov Semar, rappelez-vous, est arrivé à Aden, de Aden par cabotage, il est arrivé à Hodeïda, Hodeïda qui est le port de Sanaa. Ce qui est important à retenir de ça, c'est que Sanaa est au centre du pays. Sanaa, c'est ici. Je vais mettre mon doigt d'abord. Voilà. Sanaa, c'est ici, au centre du pays. Aden, c'est là en bas. Et Sanaa est assez isolé des grandes routes et surtout des grands ports maritimes. Voilà. Alors, Aden, il fait un constat, un premier constat, que les gens sont extrêmement pauvres, bien qu'il y ait les Anglais qui soient présents sur place. Nous sommes en 1910, je vous le rappelle. Par contre, à Sanaa, ils ne subissent plus le statut de dhimmi, puisque nous avons les Anglais qui fonctionnent selon les règles des Lumières, et donc le statut de dhimmi est interdit. Ils sont artisans. Le Talmud Torah, c'est une petite baraque en bois. S'ils sont très, très pauvres, ils sont en haillons, malgré la présence des Anglais, encore une fois. Les enfants savent lire, mais il n'y a aucun enseignement dans les matières profanes. Et du coup, les familles un tout petit peu plus aisées chez les Juifs envoient leurs enfants chez les congréganistes, où ils peuvent au moins apprendre l'anglais, qui est quand même une langue extrêmement importante dans cette région d'Aden où l'anglais domine. Voilà. Et pendant son séjour à Aden, M. Semar reçoit des visiteurs, et entre autres un bijoutier d'un petit village. Il veut aller lui rendre visite, et ce bijoutier lui déconseille fortement de venir. C'est risqué, les Juifs sont dans une très mauvaise situation là-bas. Il dit, mais alors comment vous faites pour vivre? Ben, nous sommes en Djalout, Djalout en Galout, et on est habitué à ça. Voilà, pas une bonne situation du tout. Après cela, il part de Aden en direction de Hodeïda. On a fait un petit crochet par le territoire des Zéidis, qui sont des chiites extrêmement violents, extrêmement dangereux pour les Juifs. Et il arrive à Menacha, qui est une ville à 2300 mètres d'altitude où il y a une assez grande communauté. C'est une situation stratégique. On est là dans les montagnes du Yémen. Donc, il y a pas mal de cultures en terrasse. C'est une région relativement aisée, en tout cas au niveau agricole. Et il y a une grande communauté. Et l'alimentation est vendue dans cette ville par les Arabes, parce que si un Juif touchait un produit alimentaire, il deviendrait impur. On a déjà vu ça à Ispahan, vous vous en souvenez. Il fait une description également des maisons qui ont énormément de cachettes, de recoins où on puisse se cacher en cas d'attaque des Arabes, qui de temps à autre ont besoin d'exercer leur capacité meurtrière et piller les maisons des Juifs. Donc, des endroits où ils puissent se mettre à l'abri avec les quelques biens qu'ils ont. Quand il séjourne à Menacha, c'est un Shabbat. Alors, le vendredi matin déjà, on le réveille à 2 heures du matin pour la tfila. C'est un petit peu tôt pour lui. Shabbat matin, même chose. Alors, il va à la choule à 8 heures du matin. Ah oui, à 8 heures, quand il arrive, l'office est terminé. Tout le monde est rentré à la maison, mais quelque chose a changé.
les Juifs de la ville ont changé de vêtements. Ils n'ont plus une espèce de tenue noire, grise et triste, mais portent de jolis vêtements blancs, brodés ou avec des perles, etc. Tout le monde s'est rasé de frais, s'est lavé de frais, donc les gens ont une allure shabbatique et marquent vraiment la journée. On invite également à une fête à l'occasion de la mila d'un petit garçon chez un voisin. Alors, il est tellement dégoûté par la saleté, il ne peut rien avaler. Et pourtant, il faut faire une bracha dans cette maison, parce que sinon, il se vexe. Alors, il avale quand même un verre de kisher. Et je vous rappelle que le kisher, c'est une boisson nationale. C'est une décoction de coque de café. Ça fait une espèce d'ersatz de café, mais c'est une boisson très, très répandue. Et ensuite, il va partir vers Sanaa. Alors, la route vers Sanaa passe par les hautes montagnes. C'est vraiment haut, on monte à 3000, 3500 mètres. C'est très escarpé, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de razzias, beaucoup d'attaques par des Arabes. On parle d'Arabes yéménites, de tribus yéménites. Je vous préciserai ça tout à l'heure, par opposition aux Ottomans qui occupent Sanaa. Donc voilà, on fait cette route, on est accompagné de soldats pour éviter d'être assassinés ou rançonnés. Et il raconte qu'il traverse une quantité de villages abandonnés, de terrasses de culture qui sont en ruine. Et on aura l'explication de tout ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui le frappe, c'est le clairon. Sur tous les sommets, il y a une petite garnison militaire et on sonne du clairon. Le clairon étant le télégraphe de l'époque au Yémen. Et d'une colline à l'autre, on prévient de l'arrivée d'un groupe, d'une troupe, etc. Voilà. On arrive au souk de El Hamis, un très grand souk, un très grand centre d'échange de produits. Et c'est la dernière étape avant Sanaa. Et là-bas également, il y a énormément de Juifs qui viennent, qui font du business, petit troc, et qui amènent des produits jusqu'à Sanaa. Et puis, là, dans ce souk, il y a deux rabbins qui viennent, qui en fait sont deux moris de Sanaa, qui sont venus à pied. Ils ont marché pendant 5 heures pour venir le saluer, lui dire bonjour et lui amener à manger. Ils sont venus l'accueillir, au fond. Et on prend le chemin de Sanaa. La foule autour de lui grossit de plus en plus, de gens locteux, de gens pauvres, etc. Et ils arrivent à l'entrée de Sanaa. Tous ces gens sont pauvres, mais joyeux, heureux de voir un mori, un rave, un rabbin. En fait, c'est rien, c'est un laïc, mais on le considère comme tel. Sauf que rentrer à Sanaa, pour les Juifs, c'est interdit à dos de cheval ou d'âne. Alors, on le lui dit, mais on lui a préparé une carriole pour lui, parce que lui, c'est un étranger, il a le droit. Et il veut rentrer à pied, on lui dit, il n'y a pas question que tu rentres à pied, tu rentres dans une carriole dans le quartier juif, et toute la communauté l'accompagne dans un joyeux brouhaha. On rentre à Sanaa par une porte qui s'appelle Bab el Yaoud. Alors, Bab el Yaoud, c'est facile de traduire, c'est la porte des Juifs. Et en fait, cette porte des Juifs, elle se situe à l'entrée d'un quartier juif qui lui-même est à l'extérieur de Sanaa. Rappelez-vous, quand les Juifs ont été expulsés du Yémen, ils sont revenus une année après, notamment à Sanaa, mais ils n'ont plus le droit d'habiter en ville et ils ont monté un quartier à l'extérieur de la ville. C'est le quartier de Kaha Yehoud. Kaha Yehoud, j'y reviens tout de suite tout à l'heure. Donc, on rentre dans ce quartier, c'est des ruelles sales, une rue principale et des petites ruelles, et on lui met à disposition une maison qui est modeste, mais qui est très, très propre. Et à peine rentré dans sa maison, ça y est, il y a des visites qui se précipitent pour venir le voir, et dont le leitmotiv est le suivant, nous voulons être des hommes. Une réflexion terrible. Nous voulons, quoi, ce n'est pas des hommes? Ben non, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des dhimmis dans toute la puissance du terme, c'est-à-dire vraiment des gens, des citoyens de deuxième ou sinon de troisième zone. Et ils veulent se hisser et devenir des hommes. Voilà. Alors, dès 6 heures du matin, les visites, elles abondent. Et à 1 heure du matin, on va faire les lectures du soir. Et à 4 heures du matin, c'est la tfila. Donc, les journées sont sérieusement remplies.
il a plein de visiteurs et entre autres, une de leurs demandes est de recevoir un grand rabbin qui leur serait envoyé par Constantinople parce qu'ils n'ont plus de grand rabbin. Donc, voilà des gens extrêmement pauvres qui n'ont rien ou très peu. Leur souci, c'est d'avoir un rabbin et ils disent, nous avons assez d'argent pour le payer correctement. Voilà, nous en sommes là. Alors, 1910, quand Yom Tov Semach arrive à Sanaa, on lui explique, nous étions 15 000 juifs à Sanaa, il n'en reste plus que 3 000. Et il dit qu'il voudrait faire un recensement des familles juives, et très curieusement, ils acceptent tout de suite ce recensement, à l'inverse des communautés de Damas ou de Bagdad, qui refusent le recensement. Alors, pour quelles raisons? Il peut y avoir des raisons de halakha, il peut y avoir aussi des raisons politiques, pour que les autorités ne sachent pas exactement combien il y a de juifs, à cause du risque d'un impôt par capitation. Mais là, au Yémen, ils acceptent et il va entreprendre donc ce recensement. La plaine juive, Kahayaoud, je vous montre comment ça s'écrit. Voilà. Kahayaoud. Avant, on avait Bab El Yehoud, la porte. Ça, Kahayaoud, c'est le quartier juif. Alors, ce quartier juif se situe donc en dehors de la ville et il comprend lui-même 22 quartiers, dont la plupart sont en ruine. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, ils sont désignés, chaque quartier, par le nom des premières familles qui l'ont habité. Et c'est comme ça qu'on a le quartier de Boussani, le quartier de Sayani, le quartier de Hobani, un quartier de Ousta et 22 autres. Et il y a des spécialistes. Alors, Habchou écrit, le juif yéménite est un registre d'état civil ambulant. On connaît tout le monde, on connaît l'histoire de chaque famille, on sait tout ce qui s'est fait et ce qui se passe. Et donc le recensement qu'entreprend Semach est facilité par ces gens qui ont une prodigieuse mémoire, qui connaissent chaque personne, la profession, le nombre de femmes qu'il y avait dans la famille, le nombre d'enfants, garçons et filles, les fils qui sont mariés et avec qui, les filles qui sont mariées, elles ne sont pas recensées avec les parents, mais recensées avec la belle famille. Voilà, et tout ça, on le sait par cœur, avec très peu d'erreurs. Et tout le monde connaît tout le monde. Et c'est de cette façon-là qu'il va établir le recensement des Juifs de Sanaa, mais pas que de Sanaa. Il travaille beaucoup, il travaille très tard le soir, et un soir, il sort prendre l'air, mais dehors, il n'y a aucun Juif dans la rue. Aucun Juif ne se permettrait de sortir à la nuit tombée, parce que c'est risqué, on ne sort pas le soir à Sanaa. Il nous fait ensuite une description de sa maison. Alors, elle comporte 40 niches, des niches où on range les vêtements, les draps, les nappes, tout ce que vous voulez, des armoires, des placards, des fenêtres avec une curiosité, les vitres sont remplacées par des plaques de mica très fines qui ont l'avantage de tamiser la lumière qui est extrêmement forte et éblouissante. Tout est blanc, d'un blanc immaculé, les murs, le plafond, mais sur le mur, en face de la porte d'entrée, il y a ce qu'on appelle la menorah. Vous savez tous ce que c'est une menorah. Bien sûr. Ben non, vous ne savez pas ce que c'est. La menorah, au Yémen, c'est un panneau de granit noir qu'on plaque sur le mur qui ressort fortement et qui est là pour le souvenir du Beth Amikdash, du Djalout et du temple détruit. Voilà ce qu'on appelle la menorah au Yémen. Ça n'a rien à voir avec la menorah que vous connaissez, mais qu'ils connaissent évidemment également. Alors, une partie du plafond, dans ce qui fait office de salle à manger, sur une partie du plafond, il n'y a pas de crépi. On voit les roseaux. Vous savez que le crépi, on met des roseaux, puis ensuite on jette le plâtre, et puis on a le crépi. Donc, on voit les roseaux et pas de crépi. Et en fait, à quoi ça sert? C'est que quand arrive Soukot, à l'endroit où il n'y a pas de crépi, on enlève la terre sur la terrasse en haut, on met des branches de palmier, on entoure ce carré qui n'a pas de crépi de 4 bouts de tissu, et la souka, elle est faite et elle est à l'intérieur.
Voilà le système de la soukha dans la maison yéménite. On arrive au 25 février. Pourquoi 25 février? Pourquoi je vous donne la date? Parce que ça va être le début de la saison des pluies. Il y a plusieurs saisons des pluies que nous verrons tout à l'heure. La maison de Yom Tov Semach est devenue une véritable place publique. On vient quelques heures chez lui pour bavarder, pour avoir des nouvelles et pour se raconter tout ce qui se passe sans tenir aucun compte de ce que souhaiterait l'occupant. Monsieur Semach, si ça ne lui convient pas, ce n'est pas grave. Parfois, il est tellement épuisé qu'il laisse tout le monde dans le salon ou cette grande pièce et il va tout simplement se reposer. Alors, c'est un homme curieux, Semach. Il veut cerner la communauté et un des moyens, un petit moyen, mais c'est un petit moyen intéressant, c'est de connaître les proverbes de la communauté. Et alors, il y en a un qui revient régulièrement et qui dit comme ça. Si le receveur apprend le chemin de ta maison, dépêche-toi de changer la place de la porte. C'est assez clair. Ils doivent être assassinés d'impôts, assaillis d'impôts. Mais ça, c'est le statut de Dhimmi. Et donc, ils essayent d'échapper autant que possible ou essayer d'échapper à l'impôt autant que faire se peut. Alors, ces Juifs ne sont pas dans une bonne situation, mais ils sont bien avec lui. Ils sont contents d'être avec lui. Ils se sentent à l'aise, ils se sentent protégés et ils sont très, très heureux d'écouter la vie des Juifs des autres pays. Ils sont curieux de connaître la vie des Juifs dans les autres pays. Évidemment, c'est une formidable surprise quand ils entendent que les Lumières en France ou dans d'autres pays européens, toutes les libertés qui peuvent… il y a beaucoup de libertés déjà quand même, 1910, toutes les libertés qui peuvent entourer les communautés juives d'Europe. Et donc, ça les intéresse énormément. Alors, ils sont vraiment à sa disposition et il termine assez rapidement le recensement des Juifs de Sanaa et entreprend immédiatement le recensement des Juifs des villages. Et assez curieusement, il est obligé d'aller dans un certain nombre de villages. Je vous avais dit la dernière fois, ne pas vous donner toutes les étapes de ce voyage, parce qu'il y en a beaucoup, mais il arrive à recenser pas mal de Juifs des villages en restant à Sanaa, parce qu'il y a des commerçants qui viennent se fournir au souk et qui viennent à Sanaa pour vendre leurs marchandises, qui viennent, eux, des villages, et ils racontent chacun son village. Et donc, ils ramassent beaucoup d'informations. Il donne une description des Juifs yéménites. Ils ne sont pas très grands, ils sont minces, ils sont très droits, les traits fins, la peau très brune, de grands yeux très vifs et intelligents, des boucles longues, les fameux les péotes des Juifs yéménites, le nez pointu, et ils sont habillés d'habits sombres et flottants. Et il fait une réflexion. Il y a très peu de vieillards à Sanaa. La communauté est jeune. Et on lui explique, ben oui, notre communauté n'a plus de passé. Écoutez, ça c'est terrible. Notre communauté n'a plus de passé, seul compte l'avenir. Et cette réflexion introduit Yom Tov Semach dans le récit du drame qui a frappé 5 ans auparavant, en 1905, tout le Yémen, qui l'a ruiné, qui a dépeuplé le pays et qui a anéanti littéralement la communauté juive de Sanaa. 1905. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 ans qu'il y a très peu de pluie au Yémen. Le blé se fait rare. Le prix du blé est passé de 6 centimes à 30 centimes le kilo. Mais l'inflation n'est pas terminée. Sur les 15 000 juifs de Sanaa, 80% étaient artisans. Et ils vivaient au jour le jour, c'est-à-dire le matin, ils partaient avec leurs outils et cherchaient du travail. Ils faisaient le travail de la journée, ils avaient leur salaire et ils rentraient à la maison. Donc, ils vivent au jour le jour. Mais voilà, il y a une crise, il n'y a plus de travail, et il n'y a plus de revenus, et il n'y a plus de salaire. Alors, pour se nourrir, on vend tout ce qu'on a, tout ce qui est un temps soit peu précieux pour pouvoir survivre. Et à ce moment-là, alors, Sanaa, là, on est dans la politique, Sanaa et une bonne partie du Yémen, mais pas tout, de loin pas, est occupée par les Ottomans, par les Turcs. Et les tribus des villages des montagnes se révoltent régulièrement contre la présence ottomane.
Et ils attaquent, ils font des raids. Je vous en ai parlé tout à l'heure qu'il fallait protéger les routes, mais ça, c'est pour le quotidien. Mais ils attaquent très, très souvent les Turcs, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont finir par les bouter hors du Yémen. Et ça, ce sera un petit peu plus tard. Alors, il y a un imam d'un village qui s'appelle Kaïmé, qui lance ses troupes contre Sanaa, et ils font le siège de Sanaa. Ce n'est pas très compliqué. On entoure Sanaa, on bloque les portes et c'est fini. Les gens ne peuvent plus se nourrir. Elle est isolée du Yémen. Je vous l'ai montré sur la carte tout à l'heure. Elle est loin des ports et donc isolée également de l'aide que l'Empire ottoman peut leur apporter. Il n'y a aucun approvisionnement pour les troupes, pas plus que pour la population civile, évidemment. Le blé qui coûtait 6 centimes le kilo coûte 2 francs. Et puis un peu plus tard, il coûte 5 francs le kilo. 5 francs, c'est énorme. Pour vous donner un rapport, 5 francs le kilo de blé, alors que le grand rabbin du Yémen, qui va être nommé un peu plus tard, je vous en parlerai tout à l'heure, qui travaille énormément, touche 70 francs de salaire par mois. Donc, le salaire d'un mois permet de s'acheter 12 kilos de blé. Ce n'est pas beaucoup. Avec ça, on n'a pas de fruits, on n'a rien. Donc, hors de prix. Alors, il y a beaucoup de Juifs qui avaient déjà tout vendu et ils se trouvent là sans aucun secours. Les hommes, les femmes, les enfants errent dans les rues pour essayer de trouver quelque chose à manger et dévorent tout ce qu'ils trouvent, les feuilles des arbres, les racines. Ce sont les récits que rapportent à Semar les habitants de Sanaa, donc qui ont vécu ça 5 ans auparavant. On mange des racines, des cactus, des chiens, des rats, des chats. On fait une soupe immonde avec des peaux séchées. Et puis, les Juifs meurent dans la rue. D'autres ont le ventre qui gonfle et finissent par mourir également. Et dans toutes les familles, les vieillards et les enfants sont les premières victimes. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous a dit « Sanaa n'a pas de passé, nous n'avons qu'un avenir ». Il n'y a pas de vieillards, il y a plus, tous sont morts, tout le monde est décédé. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est faible, vieillards et enfants. Alors, il y a quelques hommes pieux à Sanaa, ils essayent d'enterrer tout le monde, ils n'y arrivent pas, il y en a trop. Donc, les familles sont obligées de se charger elles-mêmes d'enterrer leurs défunts dans des fosses communes. Et les Juifs souffrent énormément, les Turcs d'ailleurs aussi, il n'y a rien à manger. Et quand il n'y a vraiment plus rien du tout, les gens quittent la ville. Et dès qu'ils sont sur la route, les Arabes les attaquent, les dépouillent de tout ce qu'ils ont, tout, le moindre sac, le moindre crouton de pain, et ils les envoient dans le désert, marcher, et ils meurent sur le chemin. Et des milliers, des centaines des milliers de Juifs de Sanaa sont morts sur les routes, comme ça, voilà, dans le désert, sans plus rien, et perdus. Alors, il y en a quelques-uns parmi ces réfugiés qui arrivent dans des villages, quand même. Et là, dans ces villages, les Juifs partagent le peu qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils le partagent. Et puis, finalement, au mois d'avril, Sanaa se rend aux troupes arabes. Et à ce moment-là, les vivres arrivent en abondance. Les Arabes yéménites apportent à manger à la population. Mais la ville est en ruine et totalement déserte. La communauté juive est totalement anéantie. Il n'y a plus rien. Sur 26 synagogues, 24 sont fermées. Et le premier jour de Pessah, c'est en avril que donc l'imam conquiert, prend la ville de Sanaa, juste avant Pessah. À Pessah, il y a 15 personnes dans une synagogue. Je rappelle qu'il y avait 15 000 juifs à Sanaa, tous pieux, et 12 dans l'autre. Les noms de ces synagogues, ce n'est pas très important, s'appellent Gavé et Pedros. Et puis, quelques semaines plus tard, arrive l'imam qui a commandité tout ce siège et toutes ces attaques. Et les Juifs lui présentent leurs hommages, évidemment, il y a des us et coutumes, et il leur promet, s'ils restent à leur place, c'est-à-dire rester des dhimmis, s'ils accomplissent leur devoir, il leur promet de les protéger. Et effectivement, c'est théoriquement le système. Il rédige donc un édit, un accord, avec toutes les contraintes de la charia et toutes les contraintes de la dhimmitude,
Et ce sera le sort des Juifs de Sanaa. Et il nomme Mori Aaron ben Shlomo Cohen, grand rabbin de Sanaa. Donc, en fait, le grand patron du judaïsme du Yémen. Alors, quand la situation s'améliore, là, les Juifs des villages reviennent, accompagnés d'ailleurs de ceux qui ont trouvé refuge, accompagnés de quelques villageois qui espèrent avoir une vie un petit peu plus facile dans la ville. Ils se trompent beaucoup, mais bon, voilà, on vit en ville, la communauté se repeuple un petit peu, mais il n'y a plus rien à Sanaa. Et surtout, l'imam en a rien à fiche de ce que devient cette ville. Il ne fait rien pour la ville. Tout ce qui l'intéresse, c'est une constante politique, ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de piller ce qu'il peut prendre, voler tout ce qu'il peut prendre, et il ne s'occupe pas du tout de réorganiser la ville ou d'assurer un approvisionnement régulier. Il a apporté à manger, c'est vrai, mais après, il s'en fiche, il laisse tomber. Et du coup, la famine et la mortalité continuent. Et les Juifs là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont soumis à plus de corvées selon le contrat qui vient d'être signé. Et en plus, ils doivent enterrer les morts turcs qui traînent dans les rues. Je vous assure que ce n'est pas un travail très, très, très facile. Et puis, nous étions là au mois d'avril. En septembre, les Turcs qui ne se laissent quand même pas faire tout à fait reviennent, reprennent la ville. L'imam est vaincu. Les Turcs rentrent de nouveau dans la ville de Sanaa et commencent pour la communauté une nouvelle ère, pour une communauté qui va se reconstituer petit à petit. Nous sommes là en 1906. Notre voyageur, il arrive en 1910. Il y a 3-4 000 Juifs à Sanaa. Après 5 ans, la majeure partie du quartier juif est toujours en ruine. Parfois, on reconstruit une maison dans un quartier, ça donne un petit peu d'espoir, mais c'est un feu de paille, ça ne dure pas très, très longtemps. Cette communauté de Sanaa a été détruite à plusieurs reprises et chaque fois reconstituée, relevée grâce à son espérance, à sa foi et à une formidable ténacité, parce que la vie est dure là-bas, vraiment dure. Pessah 1905, on a un chiffre. Il restait 150 Juifs à Sanaa sur 15 000, 150. 1910, donc ils sont 3 000, 3 500, quelque chose par là. Mais la communauté n'est absolument pas organisée. C'est le règne du chacun pour soi. Alors ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté pas organisée? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Talmud Torah et que chaque papa envoie son enfant chez un mori. Vous savez qu'un mori, c'est un monsieur qu'on reconnaît comme rabbin, mais qui a un autre métier encore. Il l'envoie chez un rabbin pour apprendre le Kodesh pour un temps que le père détermine. Il n'y a pas de caisse de tzedaka ou de bienfaisance. Alors attention là, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tzedaka du tout, mais extrêmement peu, et je vais vous l'illustrer. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de communauté constituée, il n'y a pas d'organisation. Donc, pas de caisse de tzedaka. Chacun doit se débrouiller comme il peut. Et d'ailleurs, la mendicité est considérée comme un geste de très grande honte au Yémen. Mendier, c'est la dernière des choses qu'il faille faire. Donc voilà, ils ont beaucoup, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect d'eux-mêmes. Et Semar nous apprend qu'il y avait des enfants pauvres qui étaient arrivés d'un village et qui ont mendié de quoi manger le Shabbat dans des choules. Alors évidemment, les gens leur ont donné quelque chose à manger. Et le Beth Din recommande, il ne statue pas, mais il recommande de refuser l'aide à ces petits mendiants. Par votre faute, vous qui les aidez, les enfants s'habituent à la paresse et ils se perdront un jour. C'est extrêmement dur, hein, il s'agit de gosses. Ben non, même des gosses, ils doivent se débrouiller pour gagner 3 sous, mais ne pas mendier. Il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de tzedaka au Yémen, très très peu, mais par contre, une très grande hospitalité pour les étrangers de passage. Peu importe leur statut, qu'ils soient riches ou pauvres, l'étranger de passage est toujours très bien accueilli. Il devient membre de la famille pendant le temps de son séjour, tellement
membres de la famille qui mangent dans le plat commun, qui symboliquement est très important, ça montre que c'est une unité. Il dort dans la même chambre que le père, encore une fois, une marque de respect, et il participe évidemment aux lectures pieuses qu'on effectue tous les jours. D'un autre côté, communauté pas organisée, ça signifie qu'on ne s'occupe pas des malades pauvres. La maladie, c'est leur point de vue. La maladie vient de Dieu et seule la prière peut guérir la maladie. Pourtant, je vous ai parlé de ces rebouteux qui font toutes sortes de pommades, de mélanges d'herbes, etc. pour soigner les gens. Mais s'ils n'ont pas les moyens de l'acheter, on n'aide pas les malades. C'est Dieu qui envoie la maladie, c'est Dieu qui peut guérir. Alors quand même, quand un chef de famille est malade, on donne un petit peu d'argent pour soutenir les enfants qui sont vraiment dans une mauvaise situation. La communauté ne s'occupe pas les uns des autres. C'est tellement vrai qu'on ne s'occupe pas de qui se marie, qui c'est qui naît, qui c'est qui meurt. C'est l'affaire de la famille. La famille s'en occupe, la famille organise le mariage, elle organise l'enterrement si nécessaire. C'est une affaire de famille, ce n'est pas l'affaire de la communauté. Et d'ailleurs, n'importe quel mori, en fait, ce n'est quand même pas des rabbins, ce sont des gens qui sont reconnus pour avoir un peu de connaissances. N'importe quel mori peut pratiquer un mariage. Quant en ce qui concerne la Chevra Kadisha, l'enterrement des défunts et tout ce qui tourne autour du décès, eh bien, suffisamment de gens pieux à Sanaa pour s'occuper de la Chevra Kadisha. Et d'ailleurs, plusieurs personnes religieuses sont également des moëls parfaitement confirmés et parfaitement acceptés. Il y a une seule fonction officielle dans la communauté, c'est le dayan, le juge. Alors, le Beddin de Sanaa est reconnu par tous les juifs du Yémen et c'est lui qui règle les problèmes de halakha. Le Beddin de Sanaa, donc dirigé par le dayan, qui est le patron du Beddin. Donc, une fonction extrêmement importante. Il n'y a rien par-dessus lui, sauf le Beddin de Jérusalem. Et alors là, il se passe une histoire très amusante avec M. Semach. Il y a une rumeur à la campagne, voilà que ce monsieur qui est arrivé, qui est un laïc, je vous rappelle, était devenu mori, là il devient Rabbeinu Yom Tov Semach. Excusez du peu, Rabbeinu Yom Tov Semach, représentant du Beddin de Jérusalem. C'est une vraie rumeur. Il ne l'a absolument pas provoqué, absolument pas entretenu. On a tellement d'espoir vis-à-vis de ces juifs qui viennent de l'étranger qu'on leur confère toutes les qualités et toutes les compétences. Donc voilà, notre monsieur Semach qui devient Rabbeinu Yom Tov Semach. Et donc, on vient le consulter pour des problèmes de halakha. Et il nous rapporte une histoire vraiment très drôle, je vais vous la raconter. On vient le consulter, voilà la question. Giyad Cohen, un monsieur qui s'appelle Giyad Cohen, vient le voir, il s'est disputé avec sa femme. Ça arrive dans tous les ménages. Et il la répudie. Il la répudie, ça veut dire qu'il divorce. Et il prend sa femme et il la ramène dans sa belle famille, dans un village. Et puis il rentre à la maison, et puis quelques jours, et tout à coup, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il se sent seul, il est obligé de préparer son casse-croûte, et ça c'est le côté matériel, puis il se rend compte qu'il aime encore sa femme. Il l'aime, il a fait vraiment une erreur, et il l'aime toujours. Alors, sa femme s'appelle Choudier. Alors, il se rend compte de la situation, il a vraiment fait une erreur. Il retourne dans la belle famille, et il donne le kiddushin à sa femme, donc il réépouse sa femme dont il avait divorcé. Il la reprend de suite et lui donne kiddushin. Seulement voilà, quand il retourne à Sanaa, on lui signifie qu'il est déchu de ses srouillottes, de ses mérites, de ses particularismes de Cohen. Je rappelle qu'il s'appelle Giyad Cohen. Et il a des droits particuliers, notamment celui de faire la Birkat Kohanim, et également celui d'être appelé Rishon lors des Aliot à la Torah. Il est déchu de ses droits, c'est la halakha, effectivement.
Alors, il est furieux. Il se révolte. Il dit, mais il se révolte contre le Mori, qui décide qu'il n'est plus Cohen, et il continue de faire la Birkat Kohanim en disant que sa femme, elle n'a pas été répudiée, ce qui est faux, que c'est sa propre femme. Et alors, il raconte tout ça à M. Sema. Et cerise sur le gâteau, il lui dit, les Dayanim n'ont pas été avisés, ils ont été inintelligents. Ils auraient dû voir que j'aimais encore ma femme. C'est incroyable. Les Dayanim auraient dû voir que j'aimais encore ma femme et que ce n'était qu'un accès de colère et ils auraient dû m'empêcher de divorcer. Donc, ils sont responsables. Donc, je suis toujours Cohen. Ah, voilà, il pose la question à Sema, qui n'a pas beaucoup de compétences. Alors, il va s'en tirer avec une pirouette, Sema. Il va lui dire, oui, oui, je comprends ton souci. Mais alors maintenant, on va prendre une balance. D'un côté, tu es Cohen. D'un autre côté, tu as ta femme que tu aimes et qui est à la maison. Entre les deux, qu'est-ce qui compte le plus? Ah, tu veux ma femme? On va dire, ben voilà. Donc, laisse tomber le Cohen et occupe-toi de ta femme. Et monsieur, il repart tout content. Mais enfin, bon, c'est un jugement de Salomon, Alpi Halacha quand même. Ben voilà le genre de questions qu'on lui pose, c'est assez drôle, c'est amusant. Voilà. Notre Rabbeinu Yom Tov Semach. Voilà. Alors, cette absence d'organisation communautaire implique également que la communauté n'a pas besoin de beaucoup de budget, puisqu'il n'y a rien. Il y a juste le dayan à payer, c'est tout. Alors, pour autant, dans les quartiers où il y a une boucherie cachère, le boucher doit payer une gabelle, donc un impôt à la communauté. Et en fait, la communauté de Sanaa dispose en 1910 d'un budget de 3 000 francs annuels qui servent à payer les skenim, donc les personnes âgées, qui lisent toute la journée des Teilim, soit dans les maisons de deuil, soit au Bet Knesset. C'est leur boulot. C'est du bénévolat en grande partie, mais on leur donne un petit pécule. Une petite subvention également pour les juges, les dayanim, pas le grand dayan, mais il y a des assesseurs. Donc, une petite subvention pour eux, une petite subvention également pour les veuves, les orphelins ou les malades, et le reste de l'argent sert à acheter des immeubles qui seront des immeubles communautaires qui, en 1910, sont tous détruits. Alors ça, c'était la situation qui prévalait au 19e siècle. Et vous allez voir que toute cette organisation va être un peu modifiée par la suite. On lui explique comment ça fonctionnait avant. La fonction de Dayan, elle, est extrêmement recherchée. Alors pourquoi elle est très recherchée? Il ne touche pas un gros salaire, il touche un salaire, mais pas un gros salaire. En fait, tous les Moris voudraient être Dayan parce que c'est un poste honorifique extrêmement important. Il y a eu au 19e siècle des quantités d'intrigues, de luttes, même de coups et de blessures pour arriver à être Dayan. On n'est pas charmant entre soi quand il y a un poste à prendre. Tout au long des siècles, depuis le 16e jusqu'au 19e, il y a eu en permanence des marloquettes pour obtenir la désignation de Dayan de la communauté, donc le juge principal. On a eu des droits des malédictions, on a eu le droit des chérem, des coups, des blessures. Mais en définitive, c'est toujours les mêmes qui vont décider qui est Dayan, et en fait, c'est eux qui payent aussi. C'est la ligue, la puissante ligue des bouchers. Bouchers qui fournissent la viande cachère, et c'est eux qui remportent toujours le choix et qui font élire le Dayan qui leur convient. Alors, pourquoi est-ce qu'il leur convient mieux qu'un autre? Je ne sais pas et je ne voudrais pas rentrer dans la discussion. On peut émettre beaucoup d'hypothèses. Maintenant, autre chose aussi. Les Juifs sont terriblement méprisés à l'extérieur par les Arabes. Ce qui fait que quand ils se retrouvent dans la communauté, ils sont extrêmement bagarreurs. Ils sont extrêmement contestataires. Ils sont constamment en train de fronder et de mettre en cause et d'interpeller les dirigeants communautaires à l'intérieur de la communauté. Et c'est une des raisons aussi de ces multiples bagarres pour avoir le poste de Dayan. Alors,
encore une fois, pourquoi le Mori voudrait être Dayan? L'ouvrier forgeron qui rentre le soir avec ses outils après sa journée de travail, le fameux artisan dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un personnage extrêmement respecté s'il a le titre de Mori. Et surtout Shabbat, parce que Shabbat, il se promène avec une robe blanche et une mitre, un chapeau particulier, une mitre de couleur. Il est assis à la place d'honneur, il commente les versets de la parcha de la semaine, c'est lui qui distribue les mitzvot, c'est lui qui distribue les tfilot. Alors évidemment, pour un homme comme ça, être juge, c'est une consécration suprême, et donc ils se bagarrent tous énormément pour ce poste. Mais en 1910, la période dont je vous parle, ces anciennes disputes n'ont absolument plus cours. La communauté a été saccagée, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très faible et ces disputes n'ont plus de sens. Alors, on vient d'organiser à Sanaa un nouveau conseil communautaire. Pas sans difficulté, on se bagarre beaucoup là-dessus aussi. Et puis, un nouveau rabbin est nommé qui s'appelle Moré Yahya Yitzhak Halevi. Yahya Yitzhak Halevi. Il a 40 ans, une barbe noire, est un homme très sympathique. Et je vais vous raconter une journée de travail de ce grand rabbin de Sanaa. Dans la même journée, alors, il porte un costume traditionnel, évidemment. C'est un homme instruit, fier, très intelligent et extrêmement actif. Il bosse, il travaille beaucoup. Voilà sa journée, une journée entre autres. Dans la même journée, il accomplit trois mariages. Il célèbre 3 mariages dans la même journée et il assiste aux 3. À l'un des repas de noces, il assiste au repas de noces et boit un verre d'araki pour faire une bracha, comme tout le monde. Au 2e mariage, il prononce les Sheva Brachot. Et au 3e mariage, il emplâtre les bras et les mains du Khatan avec une épaisse couche de chéné. Donc, c'est sa partie. Il célèbre le mariage, évidemment, chaque fois, et il participe à la fête sous une forme de boire un verre, ou bien mettre du chéné, ou faire les Shiva Brachot. Voilà. Ça, c'est une partie de sa journée. Après, il se couche à 1h du matin. Il se lève à 4h. Et à 4h, il va faire son travail de shochet, donc abattre les bêtes. À 8h, il va rendre visite aux fonctionnaires, parce qu'il fait le lien avec les fonctionnaires. Et l'après-midi, il faut qu'il règle quelques différends entre juifs. Il essaye de faire pshara. Il lui arrive aussi de prononcer 1 ou 2 divorces, tout ça dans la même après-midi. Et après, il se rend à pied au Sérail. Alors, le Sérail, c'est le centre administratif de Sanaa, arabe évidemment. Et donc, un juif ne peut pas y aller à dos de cheval ou à dos de mulet. Donc, il y va à pied. C'est distant de 3-4 kilomètres. Il faut revenir aussi après. Et il va au Sérail pour présenter une requête pour un juif qui a été molesté, pour un juif qui a été emprisonné à tort, etc. Il y a tout le temps quelque chose à résoudre avec les autorités musulmanes. Et lui-même, d'ailleurs, 2 ans avant, il avait été accusé d'empiéter sur les prérogatives du cadi. Il a été jeté en prison et enchaîné aux pieds. Quand même vous dire qu'enchaîné aux pieds, c'est pas rien. Les fers aux pieds, ça blesse en permanence les pieds, ils sont pieds nus. Et chaque pas est un calvaire. Ça, c'est vrai pour notre rabbin, comme c'était vrai pour les gens qu'on déportait dans Aubagne à Cayenne, comme c'est vrai pour tous les prisonniers qui sont enchaînés. C'est extrêmement douloureux. Ça a l'air de rien, mais c'est très, très douloureux. Bon, bref, il est enchaîné et finalement, il va être libéré parce qu'il hurle son innocence et on finit par l'écouter. Mais c'était de justesse. Le grand rabbin de Sanaa, pas de problème. Son salaire mensuel, je vous l'ai signalé tout à l'heure, tout compris, mariage, divorce, pshara, démarche chez les autorités, enseignement évidemment aussi, c'est 70 francs par mois. Ça n'est pas beaucoup. Voilà. Si je continue maintenant, le voyage de notre ami Semar, il nous fait une petite description de Sanaa et de ses environs.
Alors, Sanaa, les saisons de pluie, je vous en ai parlé tout à l'heure, est arrosée au mois de février et l'après-midi, il y a du soleil. Et puis, de nouveau en mars-avril et puis en octobre. Donc, il y a beaucoup d'eau à Sanaa. Et Semar se promène avec le grand rabbin à travers la ville qui lui donne des explications. Sauf que les Juifs yéménites sont infatigables pour la marche à pied. Et notre voyageur, lui, il a du mal à suivre le rythme, c'est un petit peu dur, mais eux, ils ont l'habitude de marcher. Alors parfois, il y a un monsieur qui les accompagne aussi. Ce n'est pas un Juif, il s'appelle monsieur Caprotti. Caprotti, c'est un Italien qui habite Sanaa depuis 25 ans et qui est commerçant et qui rend énormément de services à tous les voyageurs de passage, juifs ou non juifs. Un homme très instruit et surtout un très grand ami des Juifs qui va débrouiller pas mal de petits problèmes que connaîtra la communauté. Sanaa se situe sur un plateau à 2300 mètres d'altitude, donc un climat assez rude. Elle est dominée par ce qu'on appelle la forteresse blanche, qui est un château qui surplombe la ville et qui domine toute la plaine, et évidemment sont stationnées des troupes de l'armée. En 1910, il y a à Sanaa entre 20 et 25 000 habitants. C'est très, très peu. Mais la population non juive a subi la même chose que les juifs. Ils ont été décimés. Alors, soit par la guerre, soit par la famine, soit par la famine essentiellement, ou des maladies. Et il y a à Sanaa 3 quartiers. Il y a Sanaa proprement dite, la vieille cité arabe. Alors celle-là, vous la connaissez tous. Vous avez tous vu déjà des photos de cette ville de Sanaa avec ses grandes maisons, ses grandes tours sur 5-6 étages, en pisé, en terre, qui ont plein de fenêtres avec des moucharabiés en bois ciselé. C'est très, très joli. Ça, c'est la vieille ville de Sanaa. Il y a un deuxième quartier qui s'appelle Bir Azab. Bir Azab. Alors, c'est un quartier riche où habitent les Turcs, les occupants turcs, les militaires, les cadres militaires, qui ont tous de jolies maisons, plein de jardins. Mais auparavant, ce quartier était déjà occupé par les gens riches de Sanaa, donc au 19e siècle. Très, très beau quartier avec des jardins, avec de jolies maisons. Et le troisième quartier que vous connaissez, qui s'appelle Kara Yehoud, le quartier juif. Le quartier juif, les maisons sont extrêmement serrées les unes contre les autres, évidemment, et de l'autre quartier de la route. Alors, vous avez la ville de Sanaa. À côté, il y a le quartier juif extérieur à Sanaa, il y a la route, et de l'autre côté, il y a El Haridje, l'extérieur en arabe, et qui est un quartier juif qui avait été installé au moment où la communauté était en pleine expansion. Ça n'est absolument plus le cas en 1910, mais au 19e siècle, oui, la communauté se développait, et donc on avait installé une partie de la communauté à l'extérieur vers 1860, et on a construit des maisons pour les Juifs le long du fameux quartier de Al-Azab, ce très beau quartier de jardin. Et puis, il y a là-bas à Al-Azab, il y a un lycée, une espèce d'école des arts et métiers qui s'appelle METEP. METEP. Alors c'est les écoles d'arts et métiers s'appellent METEP, ce n'est pas le nom spécifique de cette école. Et un certain nombre de petits juifs ont été inscrits dans cette école pour apprendre un métier, donc de parents aisés et qui étaient prêts à payer les études. Et les petits Arabes les ont foutus dehors à coups de jets de pierre. Voilà, la guerre des pierres, ça n'a pas commencé à Gaza, hein. Ça existait déjà avant. On jette les Juifs dehors, les petits Juifs, alors qu'ils ont payé. On les jette dehors parce que les Arabes ne veulent pas de Juifs dans cette école. Bir Azab et Yehoud, au 19e siècle, n'étaient pas protégés. Et les jardins et les maisons, je voulais raconter ça quand j'ai raconté l'histoire du Yémen, les jardins et les maisons étaient régulièrement dévastés par des attaques et des razzias des Arabes des villages qui venaient piller et voler tout ce qu'ils pouvaient voler et, si nécessaire, tuer à l'occasion.
Alors, en 1820, l'imam fait construire une muraille de protection pour le quartier juif et le quartier de Hazab. Et puis, ce mur passe au milieu du cimetière juif, très grand cimetière juif, qui n'existe plus. Et puis, à peine construit, le mur s'écroule. Et on le reconstruit plusieurs fois, et à chaque fois, le mur s'écroule. Alors, on est très inquiet, on va consulter les rabbanim et les dayanim, et qu'est-ce qui se passe? On réfléchit beaucoup, et voilà ce qui s'est passé. Les morts ne sont pas contents. Les morts veulent habiter en ville, pas en dehors de la ville. Voilà pourquoi le mur s'écroule. Alors, l'imam est d'accord. On construit le mur en faisant un grand crochet pour contourner le cimetière, pour qu'il soit à l'intérieur de la ville. Et miracle, il n'y a plus d'effondrement du mur. Le mur tient. Donc les rabbinim avaient vraiment raison. Les morts étaient mécontents. Ils voulaient habiter dans leur quartier. Voilà. Alors, depuis 1820 et la construction de ce mur, les Turcs sont arrivés. Le cimetière a été abandonné quand il était plein, il a été abandonné. Et les Turcs ont rasé le cimetière, ils en ont fait un camp militaire et les pierres tombales ont été volées. Pierres tombales, c'est un grand mot parce que c'était souvent des amas de pierres. Mais enfin, il y en avait quelques-unes quand même. La vieille ville, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous la connaissez, donc avec ses belles maisons. Il y a une très belle mosquée, la mosquée du Mahdi, mais sur l'autre rive du Wadi qui traverse la ville, qui s'appelle le Narin, pas la peine de retenir le nom, il y a l'ancien quartier juif de Sanaa, avec lui aussi de très très belles maisons hautes, avec plusieurs étages et ces fameuses fenêtres en mouche à rabier, en dentelle de bois. Et puis il y a un ensemble de ruelles qui mènent à la grande mosquée. La grande mosquée, c'est l'édifice religieux le plus ancien et le plus vénéré de Sanaa. C'est un vaste bâtiment où il n'y a pas de dôme et un fonctionnaire turc, accompagne Semar pour aller visiter la mosquée, sauf que Semar ne lui dit pas qu'il est juif. Si par malheur il le découvre, il est mort. C'est impensable qu'un juif pénètre dans une mosquée. Alors bon, il jette un coup d'œil de l'extérieur et un petit coup d'œil à l'intérieur. Et puis il dit, bon, ben ça va, j'ai tout vu, c'est bon, on continue. Et il quitte son guide de peur qu'il lui arrive quelque chose. Maintenant, cet édifice religieux, il est très, très ancien. Et dans un premier temps, il a servi de temple idolâtre, du temps des Sabéens. On y pratiquait le culte des idoles. Et puis ensuite, après les Sabéens, est venu le royaume juif du Yémen, rappelez-vous, qui s'est terminé avec Dounovas en 520, et donc du temps du royaume juif, cet édifice était une synagogue, une très grande synagogue. Évidemment, quand les musulmans sont venus, c'est devenu une mosquée. Voilà. Après, dans son récit de voyage, il nous fait une description du souk de Sanaa. Celle-là, je vous en fais cadeau. C'est un souk comme tous les autres souks. Mais il continue sa balade à Sanaa et nous parle d'une centaine de mosquées présentes dans une ville de 25 000 habitants. Ça fait quand même beaucoup. Par contre, il n'y a plus aucun vestige de palais somptueux qui appartenaient à des imams, ça date d'avant, donc 1905, des palais qui avaient des dizaines de salons d'apparat. Il n'y a plus rien. Tout a été détruit par les Arabes, ensuite par les Turcs, ce qui a été resté debout. Il n'y a plus aucun vestige de dizaines de palais somptueux qui faisaient au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle de Sanaa une des plus belles villes du Moyen-Orient. Alors, Bir Hazab, ce fameux quartier rupin, on va dire, avec ses senteurs de jardin, est extrêmement agréable. C'est très propre, c'est très bien entretenu. Évidemment, c'est la bourgeoisie qui habite là-bas. Sanaa, proprement dit, et Kayehoun sont infects. Il y a un remarquable réseau
de récupération des eaux usées, le tout à l'égout, c'est tout à la rue. Ce n'est pas compliqué, ça fonctionne très bien. Tout à la rue, y compris les toilettes qui sont déversées dans la rue. Et pour autant, il n'y a pas d'épidémie à Sanaa en raison d'un climat extrêmement sain, chaud et sec, mais qui ne dépasse pas 34-35 degrés en été, déjà pas mal, mais ce n'est pas énorme, 2-3 degrés en hiver, des pluies en mars, avril, et en juillet, août et en novembre, donc pas de sécheresse, et ce qui fait que cette terre est riche et que tout l'environnement de Sanaa est couvert de jardins potagers et d'arbres fruitiers. Et en plus de ça, à 30 mètres de profondeur, il y a un immense aquifère d'eau douce qu'on puise grâce à un manège de chameaux, et c'est une eau qui est excellente à boire. Tout ça sont les descriptions de notre ami Semar. Tout l'environnement est agricole et le cimetière juif, c'est un nouveau cimetière juif, il le décrit également, mais c'est un amas de petites pierres, de tombes de terre, et ces tombes ne restent pas longtemps parce qu'évidemment, comme c'est de la terre, dès qu'il pleut, ça part, ça s'effiloche, et la tombe pratiquement disparaît. La plus ancienne tombe de ce cimetière est celle du grand rabbin Jacob Shaul, qui est arrivé de Constantinople 37 ans auparavant, donc vers 1875, mais à peine arrivé, il est décédé et sa femme et ses enfants sont repartis pour Constantinople. Voilà le cimetière de Sanaa, donc un cimetière relativement récent et en très mauvais état. Mais il faut signaler que les cimetières musulmans sont dans le même état. Leur système de pierre tombale est le même, c'est un tas de terre, quelques cailloux dessus, et les animaux sauvages, plus la pluie et la chaleur, font se déliter ces lieux d'enterrement. Et Semar écrit, avec un travail honnête et intelligent, le Yémen pacifié, alors ça évidemment pour pacifier il faut se lever de bonne heure, pourrait redevenir l'Arabie heureuse des temps anciens. Eh bien écoutez, j'en suis arrivé là, un petit peu moins loin que je l'espérais. La prochaine fois, ce n'est pas grave, parce que comme ça me permettra de vous traiter en une fois tout le système scolaire, tous les espoirs scolaires aussi de ces gens du Yémen, et c'est un chapitre assez intéressant. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Georges. Juste avant les questions, je me permets d'annoncer une super soirée que Midreshet Yehuda organise. Et vous voyez ça à l'écran. C'est dimanche prochain, chers amis. Dimanche prochain, une soirée en l'honneur du grand rabbin Kaplan. Donc, c'est dimanche 13 juin à 18h. Vous êtes tous invités, faites partager. Il y aura entre autres le grand rabbin Sirat, le grand rabbin Korcha, le grand rabbin Gel et d'autres. Donc voilà, ça c'est dimanche prochain à 16h, heure israélienne. Voilà, j'ai fini pour la page pub et vous pouvez maintenant poser vos questions, ouvrir vos micros. C'est à vous, chers participants. Bon, pas trop de questions là, ça va? Non. Il y a des messages de remerciements, oui. Daniel, Francis? Je ne veux pas trop anticiper parce que Georges va parler de la Tunisie, mais la même chose s'est passée en Tunisie quand les Français ont enlevé des tombes en ville. Il y a des tombes, on les cassait le soir, elles étaient reconstruites le matin. C'était des tombes de tzadikim. Alors, ça fait qu'au centre de la ville, on avait 4 murs qui entouraient une tombe. Ah oui. Ouais. Je sais parce que quand j'allais à l'école primaire, je passais cette tombe régulièrement et je regardais il y avait des petits trous dans le mur et je regardais. On a eu pas mal. Curieuse. Ouais.
C'est curieuse. Bonsoir. Je suis désolé de vous poser une question, mais quelle école allez-vous, madame, là? Quelle était l'école où vous allez? Rue Arago. Rue Arago. Oui, oui, bien sûr. Et vous passez devant un cimetière? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait Non, peut-être non, 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 non. il y avait Une il y avait tombe. un endroit ou deux qui était dans Sadikim, un endroit ou deux, mais c'était très, très limité. Il y avait un ou deux endroits qui étaient peut-être agressés, mais c'était très limité à ma connaissance. Hein. Mais je les avais connus mieux que moi, j'ai l'impression. Bon, très bien. Alors, Je parle pas du cimetière de l'avenue Roustan, non. Je parle, non, je non, non, parle mais ça, j'ai bien de cette entendu. tombe. Il y en avait 2 ou 3 comme ça dans la J'ai ville. bien entendu. J'ai bien entendu, mais j'ai pas eu. D'accord, très bien. Bon, ben, je crois que ce que je vous raconte là, ça ne donne pas tellement lieu à des questions puisque c'est un récit. On n'est pas dans l'activité politique ou historique. Merci beaucoup, Georges. J'ai mis le lien, il y en a qui m'ont demandé. Le lien pour dimanche soir, vous devrez le recevoir par mail normalement, par Midrash Yehuda, sur le WhatsApp. Ceux qui ne l'ont pas, vous demandez aux copains, aux voisins, et vous le trouverez. Ça marche. Refoua Shlema pour